Alors, pour ces réponses à la critique analyse du chapitre, on va faire ça en plusieurs parties. Premièrement, ça sera tout ce qui sera divers, les petites questions que j'ai bien appréciées. Après, on va parler du trône et des révolutionnaires. On va parler du Gorosei et vraiment sa place, surtout par rapport à une autre information qu'on avait eue précédemment. Et enfin, on va faire on va parler de Shanks et après, toujours pareil, le dernier petit truc, si j'ai le temps à la fin, si c'est pas trop long, le commentaire qui m'a fait supra plaisir. Donc voilà, allez hop, c'est parti. On commence par quoi? Non, pas par lui. Oui, on commence par lui, c'est mieux. Azuria. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, ok, le chapitre entier m'a étonné, mais après plusieurs lectures, c'est Borsalino qui demande à Sakatsuki s'il doit aller vers Big Mom et Kaido. Donc, il pense pouvoir faire face à deux empereurs. La question est donc, la marine est-elle aussi puissante que ça? Les empereurs sont-ils plus puissants, moins puissants que les amiraux? Je trouve que cela peut vouloir dire beaucoup. Alors, en gros, c'est vraiment par rapport à la mentalité de Kizaru. Ce qui se passe, c'est que ce mec, il se surestime un petit peu. D'ailleurs, dans le film Z, il le remet en place, Zetto. Il lui dit, t'as pas changé, t'as trop confiance en tout fruit du démon, et il pense pouvoir les neutraliser. Il pense même directement aller à Wano pour aller niquer la gueule de tout le monde. Et là, Akainu lui dit bien non, on sait pas ce qu'il y a là-bas. Donc on va éviter de se calmer. Après, est-ce qu'ils sont vraiment aussi puissants que ça? Oui. Je pense que la marine est ultra puissante. Tout ce qui s'est passé à Marineford a un petit peu biaisé notre jugement parce qu'il n'y avait pas le haki qui était en place. On n'a pas vu toutes les techniques ultimes. En plus, on voit que Barbe Blanche était quand même super malade. On n'avait pas d'informations sur l'évêque du fruit. Donc c'est quelque chose qui était quand même assez restreint. Et je pense que maintenant, avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce qu'on voit, il y a moyen de mettre des grosses choses en place. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait un petit peu hyper les futurs combats qu'il y aura, parce que c'est sûr qu'on va voir les amiraux faire des combats. Et là, je parle bien sûr de Fujitora et de Ryokogyu. Hein, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Enfin bref, faut pas non plus... c'est pas parce qu'il est derrière un bureau aussi que... Comment il s'appelle? Akainu. Akainu ne va rien faire. Et le fait qu'on ait aussi l'information que Garp, à une époque, ait réussi à latter la bouche d'une personne qui, pourquoi pas, était un empereur, ça aussi, on ne le sait pas, eh bien, ça montre que dans la marine, il faut pas sous-estimer leur puissance et qu'ils sont bien puissants. Et même au niveau des vice-amiraux, maintenant, je pense qu'il y a des mecs qui envoient du pâté. Donc voilà, j'espère que Azuria, j'ai bien répondu à ta question, enfin, au moins ton commentaire. Oui. Bah oui, bah c'est tout, on va passer à l'autre commentaire. Zoro, le cavalier de la nuit, le bon Zoro. Et d'ailleurs, il y a Dark Knight qui donne la réponse. Donc Dark Knight, un gros coucou à toi. J'ai choisi aussi parce que je sais que tu laisses pas mal de commentaires. Donc Zoro, symbole du gouvernement mondial. Il y a 4 autres poneglyphes et Raftel au centre. Et là, il y a Dark Knight qui dit non, en vérité, c'est les 4 mers, 4 points. Et Grand Line et Red Line, c'est-à-dire comme ça et comme ça, Redline comme ça, et après Grand Line et le Nouveau Monde, enfin le truc qui est juste ici, avec Marijoa, le point au centre, donc le monde tout simplement. Donc oui, souvent on voit beaucoup d'interprétations un petit peu partout, mais oui, ça peut faire aussi penser bien sûr aux road poneglyphes, vu qu'ils sont 4, et qu'on peut trouver le truc au milieu. Donc oui, pourquoi pas Ishiroda justement nous met une petite symbolique là-dedans, c'est-à-dire que le symbole du gouvernement mondial va être détruit par la découverte de ce qui s'est passé à Raftel. Et encore une fois, là on joue sur les trucs et je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ton commentaire. Après, commentaire de Thomas F. Ou F. Le retour d'Ener aura pas d'intérêt s'il est juste un antagoniste comme avant. À part les secrets, il n'a rien pour impacter le nouveau monde pour moi. Et c'est tout réfléchi, la meilleure utilisation d'Ener serait d'en faire un allié de Luffy ou au mieux un membre de son équipage. On revient sur la théorie Eneru, membre d'équipage. Son impact dans l'histoire serait 10 millions de fois plus grand, surprenant, charismatique et intéressant s'il est dans l'équipage que s'il vient juste pour se faire battre comme avant et révéler des secrets. Je pense la même chose de Moria qui pourrait peut-être avoir un impact s'il est utilisé contre Kaido. Après évidemment j'aimerais plus ce retour d'Ener que Moria. J'aimerais plus qu'Ener soit allié ou dans l'équipage de Luffy. Ça je pense qu'on l'a bien compris, plus que Moria. Et évidemment que j'aime Ener tout court. Mais objectivement j'affirme qu'Ener serait mieux en tant que Nakama, réticent pour un temps puis plus cool comme Vegeta avec les avantages qu'apporte cette info. Alors
En un sens, j'ai pris ton commentaire parce qu'il reprend une idée que j'avais donnée dans la critique analyse, c'est-à-dire le rôle des méchants. Et justement, au niveau de Lushi, vous en aviez pas mal parlé. Non, pour moi, Ener est exactement dans le même type qu'un Lushi, c'est-à-dire que ce n'est pas un antagoniste de rédemption. C'est comme ça que je l'ai appelé, hein. Je vais déposer un tampon pour ce nom. Pourquoi? Parce que c'est pas dans son caractère de venir dans l'équipage. Je ne vois pas ce qu'il viendrait faire juste dedans. Il n'a pas la mentalité pour faire partie de l'équipage qui est assez fou. Il n'a pas non plus cette bonté d'âme, entre guillemets, qui peut venir, tu vois, par exemple, un Katakuri, je le vois plus comme un membre de l'équipage, par exemple. Ça se fera pas. Mais au niveau antagoniste, il a déjà été montré qu'il a un bon fond. Alors vous me direz, oui, mais Vegeta, il avait un mauvais fond. Sauf que Vegeta, il était l'un des derniers survivants de sa race, comme Son Goku. Et la rivalité entre les deux a fait que il est devenu... En gros, ils ont eu un ennemi commun qui a fait que ils se sont alliés. Là, par exemple, le gouvernement mondial ou même Barbe Noire n'est pas un ennemi commun qui permettrait Eneru de mettre ses réticences de côté pour s'allier au Mugiwara. Je sais pas si tu vois le truc. Donc ça, pour moi, c'est plus de l'ordre, et c'est pas un reproche, hein, mais c'est plus de l'ordre du fantasme. Mais c'est pas quelque chose. Et pour moi, s'il vient apporter des grands secrets et s'il vient justement contrebalancer tout ce qu'on aurait pu imaginer, moi je le vois vraiment comme l'ultime antagoniste. C'est-à-dire que qui vient vraiment faire chier par rapport à toutes les révélations qu'il a eues au niveau de la Lune, de dire non mais en vérité ce monde m'appartient et j'en ai seulement besoin que pour les ressources, donc tous les êtres vivants dessus on va tous les tuer. Et là on se dit, ok, donc on va peut-être s'allier contre l'autre bourrin là-haut, parce qu'il a un petit peu pété les plombs et ça risque de faire mal. Tu vois, c'est plus dans cette optique-là que je verrai le Eneru. Alors pareil, hein, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Vu qu'on a parlé d'antagonistes, on va tout de suite commencer par parler de qui? Bah de Lushi, bien sûr, et je suis en train de faire cette vidéo en live. Alors c'est commentaire de Monsieur Lapin. Salut Doc, c'est manichéen, le terme qui définit Rob Lushi. Bien, bon voilà, j'ai fait ma remarque de connard, merci pour ta vidéo. Toujours un plaisir. Alors non, ce n'est pas une quoi? Ce n'est pas une remarque de connard, c'est une bonne remarque, il faut dire justement quand je me plante dans les termes, moi j'avais dit cartésien, et non cartésien c'est autre chose, cartésien c'est les mecs qui suivent un petit peu la philosophie de Descartes, là on est vraiment dans manichéen, c'est quelqu'un que pour lui c'est tout, en gros le bien et il existe deux termes, il existe deux choses, c'est-à-dire qu'il existe le bien, et il existe le mal, il existe le blanc, il existe le noir, il existe le 1, il existe le 0, et t'as aucune nuance au milieu. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il est Rob Lushi. Alors, vous avez fait pas mal de commentaires sur Rob Lushi, comme quoi que c'était vraiment un gros connard, et qu'en vérité, lui, il est la marionnette du gouvernement mondial pour seulement assouvir sa soif de sang. Donc, c'est comme ça. Mais on a quand même vu dans les petites histoires qu'il y a quand même quelque chose d'autre. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que peut-être qu'il joue un rôle, peut-être qu'il a une autre vision envers le gouvernement mondial. Et je pense que justement, cette action qu'il a fait, c'est-à-dire de bien dire je vous ai arrêté non pas pour vous sauver vous, mais pour sauver le peuple que vous représentez. Et je trouve que ça montre justement envers cette personne une nouvelle ouverture d'esprit. Mais par contre, ça sera pas un gentil. Mais ça sera un mec peut-être un petit peu moins con. Tu vois, il y a des personnes comme ça qu'on connaît. Le mec, c'est un gros con et tu le revois 2 ans plus tard, tu te dis, ok, c'est toujours un con, mais il a un petit peu diminué. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il est beau. Donc, comme ça, j'en profite pour vraiment bien enfoncer le truc. Ouais, Lushi, c'est un gros connard. Après, on va passer aux commentaires de Soel Amouche. Alors, oui, là, il avait vraiment raison. J'ai vraiment un souci avec ce chapitre. Pour moi, je suis resté bloqué avec une incohérence dans dans ce chapitre, on va dire ça comme ça, que personne n'a remarqué. Et oui, je l'ai remarqué parce que je l'ai dit. J'ai dit qu'il y avait peut-être un problème de traduction. Le gars explique la chaîne de pouvoir, les rois, les Tenryubito, et enfin le Goreisei. Mais si je dis pas de conneries, Akainu dit à la fin de l'arc Dressrosa au Goreisei que c'est un ordre qui vient de plus haut, que cette assemblée, vous n'êtes rien que moins que les pantins des dragons célestes. J'y comprends plus rien, une explication SVP. Et là, je vais te donner une traduction. Alors c'est une traduction qui a été faite par une... Putain, c'est pas ce truc, ça commence à m'énerver ce PC. Oui, on va y arriver. Je mettrai l'image en lien ici. Ça a été fait par une autre Scantrad. Je crois que c'est OPS.
Et en vérité, la phrase, c'est ça. Le problème a été confié au Cypherpole. Le Cypherpole 1, laissez-moi deviner, vous êtes aussi... Attends, vous aussi, vous avez été court-circuité par les marionnettes des dragons célestes. Faites bien attention à ce que vous dites. En vérité, les marionnettes, ce n'est pas le Gorosei. Les marionnettes, c'est le Cypherpole, qui est la marionnette des dragons célestes. Alors, encore une fois, ça vient totalement chambouler les choses, c'est-à-dire que normalement le Gorosei est peut-être aux ordres, enfin le Cypherpole est aux ordres normalement du Gorosei. Mais il y a quelqu'un qui a quand même donné l'information. Et c'est quelqu'un pour moi de la famille des dragons célestes de Doflamingo. Pour moi c'est ça. Pour justement que les dragons célestes, qu'il n'y ait pas le trésor qui donne pas l'information du trésor de Marijoa. Et donc là, les dragons célestes ont court-circuité le Conseil suprême. Mais encore une fois, c'est vraiment subtil. Mais il est bien dit que ce n'est pas le Gorosei qui sont les marionnettes des Tenryubito. C'est bien le Cypherpole. Mais quand même, il y a une ambiguïté là-dedans qui est vraiment très très chaud. Et je pense que on en apprenne plus tard parce que ça pourrait être intéressant et ça pourrait surtout permettre de mieux comprendre un petit peu toute cette géopolitique qu'il y a au niveau du gouvernement mondial. Et justement, maintenant, on va parler un tout petit peu des Tenryubito. Commentaire de Stingen, 20 épées égale 20 rois qui ont créé le monde, mais il n'y a que 19 qui ont décidé de se placer au-dessus des hommes à qui appartient la 20e épée si le roi d'Alabasta à l'époque avait refusé d'aller à Marijoa. Alors... le tout est de... Alors, c'est pareil, c'est compliqué. Parce que à l'époque où a été créé Alabasta, Eiichiro Oda avait une autre vision du futur de son œuvre. Son œuvre devait être beaucoup plus courte, donc il y a des choses qui ont été rajoutées après. Mais le but d'avoir fait ça, c'est de bien montrer que Alabasta est un royaume qui a existé pendant le siècle oublié et que lui n'avait pas la même mentalité des autres, c'est-à-dire qu'il se sentait proche des humains et il se sentait humain. Cependant, ceci n'empêche pas que il ait participé à la création du gouvernement mondial. C'est-à-dire que, voyant comment étaient les hommes, voyant comment étaient les peuples, voyant comment étaient les rois, et on ne sait pas quelle a été vraiment cette menace et ce qui s'est passé réellement au niveau du gouvernement mondial, le roi d'Alabasta à l'époque, a peut-être jugé bon de participer à cette vision de faire un trône avec un pouvoir, et aucune personne ne serait sur ce pouvoir pour justement qu'il n'y ait pas une personne qui contrôle le monde et qu'il y ait bien après 20 rois qui aient créé ce gouvernement mondial, cette sorte de coalition. En vérité, c'est une projection de ce qu'ils avaient déjà fait. Et donc pour moi, le roi d'Alabasta, parce que pareil, ça m'avait fait un petit peu réfléchir, et c'est la seule logique que j'ai trouvée dedans, c'est-à-dire que le roi d'Alabasta partageait la même vision de créer un gouvernement mondial pour une stabilité, un peu comme ce qui s'est créé après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations, qui a complètement foiré, hein, entre parenthèses. Et après, on a eu l'ONU, qui a, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas trop de conneries, si je veux dire des conneries. Donc, ils ont créé une sorte d'institution, mais après, il n'a pas voulu rester en haut et se sentir supérieur aux autres hommes. C'est-à-dire qu'il est redescendu, il est retourné dans son royaume. Donc c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Bah, pareil, dis-moi Stingen, si j'ai bien répondu à ta question. Et après, le commentaire de Facial Tricky, quelqu'un qui a bien aimé mon idée que Sabo puisse brûler le trône et le détruire. Et il a vu une symbolique que moi j'avais pas vue, et ça je le remercie. C'est comme Luffy a fait brûler le drapeau du gouvernement mondial à Agnès Lobby, Sabo peut de ces flammes faire fondre le trône, ça se tient. Ouais, les deux frères crament deux symboles. Et oui, c'est beau. En vérité, les deux frères, ils ont pété le symbole du gouvernement mondial. Et en un sens, c'est une projection aussi peut-être de la volonté de Ace et de la volonté surtout de son père, le Goldie Roger. Donc là-dedans, il y a quelque chose de beau. Moi, je dis, en plus, c'est par le feu, donc le feu qui purifie. On va reprendre un peu de café, hein. Ouais, on va reprendre un peu de café. Hein? Ah bah oui, commentaire suivant. On arrive sur Shanks, commentaire de YTM Studio qui laisse pas mal de commentaires, et j'ai pris de son commentaire. Pourquoi? Parce qu'il a vu une case que j'avais pas vue,
et qui va très bien là-dedans. Je vais appuyer ta théorie sur le fait que Shanks va parler de Barbe Noire et donner ma version des faits. J'ai aussi regardé quelque chose qui m'a fait penser à ça. Shanks ne peut pas parler de Luffy car on remarque que quand il découvre l'avis de recherche de Luffy, il est seul à bord, au bord de la mer. Donc, il était déjà en route pour Marijoa. Enfin, Marijoise. Sinon, il aurait fait la fête lui et son équipage. Et là, si t'as pas une analyse du manga poussé, je m'appelle plus le doc. Mais punaise, c'est vrai. J'ai regardé, je crois que c'est dans le chapitre 903. On voit Shanks qui est au bord, avec il est sur un rocher, au bord de l'eau. Et oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que vu qu'il est tout seul, il est pas venu avec son bateau à Marijoise. C'est sûr et certain. Sinon, ce serait fait. Même s'il avait mis dans une crique un peu plus loin, vu comment c'est contrôlé, si un empereur arrive ici, ça va être le gros bordel, tout le monde va avoir peur. Donc, il est venu tout seul, un petit peu j'allais dire en fourbe, non, mais en infiltré, hein, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que avant qu'il ne lise l'affiche de Luffy, il avait déjà dans l'optique d'aller voir le Gorosei pour lui parler d'un pirate. Et donc ça veut donc dire aussi avant l'annonce de la chute de Big Mom et tout ça. Et donc avant qu'il y ait sur le journal Weibel, attention, ça on va revenir pour après. Donc tu vois là, franchement, je l'avais pas vu ça, et le fait qu'il ait marqué ça, eh ben encore une fois, je ne peux que vous féliciter pour les commentaires. Parce que c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ah putain, mais je suis... Là, tu m'as trouvé le cul. Franchement, tu m'as trouvé le cul. Donc, YTM Studio, même tout le monde, hein. Allez le voir et dites-lui bravo. Ensuite, oui, je vais me calmer. Ensuite, c'est marqué ensuite d'ailleurs. Ensuite, un autre événement qui raccorde niveau date, c'est l'attaque de Baltigo. Oui, selon moi, c'est Kuzan qui a donné toutes les infos sur Barbe Noire à Shanks pendant que ce dernier était parti à Baltigo. Pourquoi pas, très très bon. Comme comment il a fait pour avoir plusieurs fruits du démon, etc. Mais étant donné que Barbe Noire ne lui fait pas confiance, alors il ne pouvait pas aller à Marijoa lui-même. Ou alors il avait peur que Akainu qui l'aurait tué, quoi qu'il fasse. Shanks aussi a dû opter pour Marijoise car Sakatsuki ne l'aurait pas écouté. Alors ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'expliquer que normalement c'est peut-être Akainu, c'est peut-être Kuzan qui serait venu justement pour dire toutes les informations, mais il a transmis les informations d'abord à Shanks pour que Shanks puisse après aller en parler à Marijoise. Ça, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. Je vois pas que Enfin, quoique, en un sens, vu qu'il avait dit que maintenant il était beaucoup plus libre, peut-être qu'il a pu faire un petit truc comme ça. Mais ça serait beaucoup trop dangereux. Et ça se serait su s'il avait été voir Shanks. Par contre, le fait qu'il me fait rappeler que c'est de Barbe Noire qui va parler, je viens de relire... À cause d'un commentaire qu'on va voir plus tard, j'ai relu le passage où il y a Shanks qui va voir Barbe Blanche. Et Shanks parle bien de Barbe Noire. Et il dit que vraiment qu'il y a un gros danger. Et que normalement, faut arrêter. Enfin, vous relisez ce chapitre qui est le 434. Vous allez voir, on a des informations qui sont données dans ce chapitre. Si tu les remets maintenant et que ce que tu sais, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Et ça... Il y a plus de 450 chapitres. C'est plus de la moitié de One Piece. Ça veut dire qu'il y a plus de 10 ans que cette action s'est passée et on voit les répercussions maintenant. Ce manga, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, on passe à la suivante. Commentaire de Gear S, et bah oui, c'est à cause de lui que j'ai lu, que j'ai été relire justement ce chapitre. Aussi, quand Shanks est monté sur le bateau de Barbe Blanche, il a demandé à Marco de rejoindre son équipage, donc c'est possible que Marco s'est réfugié chez lui. Oui, ça veut dire que Shanks a de l'estime pour Marco. Donc, ça appuie la thèse que, après la branlée que s'est pris Marco par Barbe Noire, je pense que Barbe Noire après a voulu tous les éliminer, et ils ont dû justement trouver refuge auprès d'un grand empereur, justement cet empereur, ça serait Shanks, et il y avait un autre truc que je voulais dire, que je ne me rappelle plus. Enfin bref, ça me reviendra, hein. Ça me reviendra. Mais encore une fois, hein, ça je me rappelais plus, non plus. C'est ça qui est cool. Faut que je relise encore le chapitre, faut que je relise. Tu vois là, une fois la rêverie terminée, faut relire tout One Piece. Putain, j'ai pas fini.
J'ai pas fini d'en rêver de One Piece, moi je vous le dis. Alors, commentaire de Youssef Zinlabindin. J'espère que j'ai... Zinlabidin, voilà, c'est comme ça. Je viens d'y penser à l'instant, mais peut-être que c'est Shanks qui Shanks parle de Webble en corrélation avec la news du journal, avec le mot danger. Vous avez été super nombreux à me dire, ouais, ça doit être Webble, ça doit être Webble. Je ne pense pas que ça soit Webble par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il avait déjà le journal et, avant que le journal ne lui arrive, il avait déjà dans l'optique d'aller voir le Gorosei. Et en plus, il n'a pas besoin d'avertir le Gorosei. Le Gorosei, il gère les médias comme on l'a vu avec Morgan et Stussy. Donc si c'est marqué Danger Webble, c'est qu'ils savent qu'il y a un problème avec lui. Donc Shanks ne va pas dire « Hé, attention les gars, Webble est dangereux !» Et les autres vont dire « Non mais garçon, tu lis les journaux ?» Oui, non, tu sais pas lire, ok? Non, bah parce que on en parle déjà, et on sait déjà que l'autre c'est un gros con. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on va arrêter les Shichibukai. Donc maintenant t'arrêtes de me faire chier, tu retournes jouer avec ton bateau et tes copains, et nous on gère le monde. Non, s'il parle comme ça le Gorosei à Shanks, je pense que ça va pas le faire. Non, je pense que ça va pas le faire. Et maintenant, ça va être le dernier commentaire de Super La Brûle et le doc Génial ta review. Alors personnellement, au sujet de Lucci, mon avis diffère un peu du tien, car en parlant de lui comme l'objet du gouvernement mondial, tu oublies une chose. Lucci est un psychopathe et la seule chose, ou presque qu'il aime faire, c'est tuer. Alors c'est de lui le commentaire aussi que j'ai pris par rapport à Lucci, et qu'on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je ne pense pas que l'on puisse vraiment assimiler Akainu à Lucci. Akainu se bat pour le bien des citoyens malgré tout, alors que Lucci est littéralement un malade mental. Il le dit lui-même à Enies Lobby, ce qu'il veut c'est du sang. Je ne pense pas que ce genre de personnage se batte pour maintenir un quelconque ordre ou alors pour protéger les gentils des méchants pirates. Il n'a de respect pour personne et je pense que si l'occasion se présentait, il pourrait trahir sans remords le gouvernement mondial. Là, tu as peut-être raison. Il y a peut-être une idée derrière la tête de Lucci. Bien sûr qu'il va me sortir. Oui, mais quand même, Lucci ne faisait plus partie du CP9 quand il a quand même voulu rejoindre encore une fois le gouvernement mondial, sauf qu'il n'avait rien d'autre à faire. Comme tout être, il était obligé de trouver une place dans la société. Bon, j'étais un petit peu long, mais c'est compliqué à expliquer. Pour Shanks, je ne crois pas une seule seconde que ce soit un mastermind, mais s'il était entre les deux, je m'explique. Dans les fans de One Piece, il y a deux écoles. Première école, c'est Shanks est gentil et la relation avec le Gorosei n'est qu'une simple forme de respect mutuel, si j'ai bien compris. Ah non, je me suis planté, j'ai loupé. Je m'explique, excusez-moi, on la recommence, on la refait. J'ai loupé une ligne. Pour Shanks, je crois une chose qui soit mastermind, il existe deux écoles, ouais, ok. Première école, Shanks est gentil, et la deuxième, c'est Shanks est méchant. Rares sont ceux qui pensent autrement. Toi-même, tu dis penser que Shanks est entièrement gentil et que sa relation avec le Gorosei n'est qu'une simple forme de respect mutuel, si j'ai bien compris. Voilà, là c'est mieux. Mais, et si Shanks était entre les deux? Quoi qu'il soit d'un côté entièrement pour Luffy, mais que d'un autre côté, il est entretenu par le passé des rapports beaucoup plus profonds qu'on ne puisse le penser avec le Gorosei. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je pars peut-être un peu loin, mais de la part d'Oda, ça serait bien possible. Concernant le pirate qu'il veut parler, l'idée de Teach ne m'emballe pas trop. Ça ferait un peu reboot, puis je ne vois pas Shanks aller demander de l'aide au Gorosei pour stopper Barbe Noire. Pour moi, alors en un sens, pour moi, il va pas demander de l'aide. Il va dire, là je vous préviens que l'autre est en train de faire le con, donc si vous voulez pas que ça soit la merde, commencez à agir tout de suite. Si vous n'agissez pas, je vais agir. Mais si je vais agir, ça va faire vraiment très mal pour tout le monde. Donc voilà, en gros, c'est juste que dans son optique, il juge que si c'est le gouvernement mondial qui arrête Barbe Noire, ça sera mieux d'un point de vue de la société que si c'est lui qui s'en occupe. Parce que à partir de là, c'est une guerre entre empereurs. Et donc, au niveau des pirates, ça peut vraiment foutre la merde. Voilà, pour moi, ce serait cette légende de la piraterie liée à Barbe Blanche qui va se dresser contre les Mugiwara. Étant donné que ce certain pirate dont veut parler Shanks est fortement son ennemi, vu le ton qu'il prend à son sujet, ce serait accessoirement l'ennemi de Luffy et donc cela collerait sur ce point. Puis, si Marco est bien dans les territoires de Shanks, ça pourrait aussi être lié. Et ça, c'est vraiment très juste. Mais bon, impossible d'affirmer quelque chose avec trop peu d'informations qu'on a. One Piece,
c'est la vie. Donc voilà, tout a été très très bien résumé, c'est concis, c'est clair, c'est net, c'est précis, bref, j'adore. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette réponse aux commentaires. Encore une fois, j'espère que ça vous aura fait plaisir, même si c'est la 4e vidéo que je fais sur ce chapitre 907. Je trouve que prendre le temps, une journée quand même, pour répondre à vos commentaires, permet, comme je l'ai dit en intro, d'avoir cette petite relation entre nous, parce que, encore une fois, et ça je veux vraiment le répéter, sans vous, je ne serais pas grand chose. Je serais quand même quelque chose, mais peut-être pas grand chose. Enfin bref, je ne serais pas le mec qui est en train de parler devant sa caméra. Trêve de blabla, encore une fois, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les commentaires, le pouce bleu, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, et on se donne rendez-vous au chapitre 908, j'ai problème avec les chiffres. Ça va être la folie. Je le sens, ça va être la folie.